Ensuite, vous avez fait une sorte d'algorithme pour expliquer vraiment les mécanismes. Là également, c'est important. Lorsqu'on parle d'anémie et que vous expliquez un peu par quel mécanisme peut-on arriver à une anémie, soit par un défaut de production, soit par un excès de destruction ou un excès d'utilisation. Si vous comprenez ces chapitres-là, vous avez fini la leçon sur les anémies. Défaut de production, c'est comme vous avez l'exemple que j'aime donner en 5e année avec les étudiants du master, c'est quand vous avez une usine de production de quelque chose. Soit prenez le cas de la Sénélec ou bien prenez le cas de la SDE parce que c'est plus simple. Vous prenez l'usine de la SDE, vous dites qu'elle va fabriquer de l'eau. Qu'est-ce qu'il lui faut pour faire de l'eau? Ce sont les ingrédients et ce qui va correspondre à nos micronutriments et macronutriments, fer, folate, B12. Elle fabrique, elle a le produit fini. L'usine, c'est de l'eau, nous, c'est le sang. L'eau ou le sang, pour que cela arrive au niveau des consommateurs, le sang va passer à travers des vaisseaux, l'eau va passer à travers des tuyaux. Tant que tout est dans l'ordre, il n'y a pas de problème. La distribution, elle est correcte. Il suffit qu'il y ait un tuyau qui se casse dans un quartier, c'est l'inondation. Donc, l'eau s'écoule de partout et la conséquence, il y aura des quartiers qui n'auront pas d'eau parce que le tuyau s'est cassé et l'eau ne peut pas arriver. Avec l'hémogramme, avec l'hématopoïèse, c'est pareil. Quand vous avez une hémorragie, vous avez un vaisseau qui est sectionné, donc la personne, elle perd du sang, l'enfant perd du sang. Hémorragie, donc cause. Si ce n'est pas l'hémorragie, excès d'utilisation, c'est hyperhémolyse. Si vous allez dans certains foyers avec les cérémonies religieuses, il y a trop de consommation, on vous dira il y a une pénurie d'eau parce qu'il y a eu trop de monde, etc. etc. C'est pareil. Hyperhémolyse, destruction. Vous aurez le même mécanisme. D'accord? Donc, c'est soit production, soit distribution, soit utilisation. Donc, c'est exactement la même chose, vous transposez avec l'anémie et vous avez les causes. Et maintenant, qu'est-ce qui est central? Qu'est-ce qui est périphérique? Tout ce qui est central concerne l'usine de production. Si vous avez défaut de fer, c'est central. Défaut de folate, c'est central. Défaut de B12, c'est central. Défaut d'érythropoïétine, parce qu'il faut l'angine, l'hormone, c'est central. Il peut y avoir un envahissement. La moelle, elle est envahie par des agresseurs, ou bien l'usine est attaquée, voilà, par quelque chose, soit une grève, les gens attaquent, ils détruisent les installations, destruction. D'accord? Ou bien vous avez une panne qui survient indépendamment de la distribution, et là, la production s'arrête. Donc, si vous comparez les deux éléments, vous aurez exactement les mêmes causes et les mêmes conséquences. Alors, maintenant, au niveau de la partie clinique, le chapitre diagnostic, il ne faut pas commencer par le diagnostic positif. De la même façon que vous avez dit, 1, généralité, 2, vous mettez diagnostic. Et dans 2, vous mettez 2, 1, diagnostic positif, 2, 2, diagnostic de retentissement, 2, 3, diagnostic différentiel, 2, 4, diagnostic étiologique, ainsi de suite. Et à partir du diagnostic positif, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me faut pour poser le diagnostic d'une anémie? Partant de la définition. La définition, elle est biologique. La confirmation, pareil, elle est biologique. Mais vous, en tant que clinicien, qu'est-ce que vous allez rechercher? Chez un enfant chez qui vous suspectez une anémie, vous recherchez la pâleur. Un point. Et il faut maintenant décrire où est-ce que vous allez rechercher cette pâleur-là. Les muqueuses, au niveau palmoplantaire, langue, face interne des joues. Voilà, vous citez les différentes parties du corps où on peut rechercher une anémie. Toujours, revenez à votre titre chez le nourrisson. On n'est pas chez le nouveau-né, on n'est pas chez l'adolescent, on est chez le nourrisson. Donc, vous décrivez la pâleur et vous décrivez les sites où il faut rechercher cette pâleur-là et de façon préférentielle. N'oubliez pas que quand vous examinez un enfant qui ne vous connaît pas, bien, si vous regardez les conjonctives, il va pleurer. Et s'il pleure, il va entraîner une hyperémie conjonctivale qui peut masquer une anémie qui était déjà là. Donc, pensez à la pâleur palmoplantaire, à la pâleur au niveau de la muqueuse ou bien des muqueuses linguales, la face interne des joues, les muqueuses labiales, etc. Et maintenant, vous terminez par les muqueuses conjonctivales. Cela vous suffit.
pour poser le diagnostic de l'anémie, du moins sur le plan clinique. Et sur le plan paraclinique, vous l'avez très bien dit, l'anémie est définie par une diminution du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, vous l'avez uniquement à l'hémogramme, vous ne l'avez pas ailleurs. Demandez la numération, vous regardez le taux d'hémoglobine. Est-ce que vous répondez à la définition, oui ou non? Si vous avez une diminution de moins de déviation standard, vous confirmez votre anémie, point. Et maintenant, c'est à partir de ce moment-là que vous allez rechercher un retentissement. Et vous allez rechercher la cause. Le retentissement, il est toujours clinique et paraclinique. Alors, un enfant qui a une anémie, qu'est-ce que cela peut donner? Je vous ai expliqué. Et tout cela, vous remontez au mécanisme physiopathologique. Quand l'enfant a une anémie, il n'a pas assez de sang, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur va réagir. Comment va réagir le cœur? Il va accélérer ses battements. Vous avez la tachycardie. Il n'y a pas assez d'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va commencer à souffrir. Vous avez compris? Donc, vous abordez votre retentissement en fonction de votre tolérance. Anémie bien tolérée, peu ou pas de retentissement. Anémie mal tolérée, gros retentissement. Donc, vous sortez tous les éléments de retentissement que vous avez mis dans le diagnostic positif et vous les classez dans le diagnostic de retentissement. Et vous donnez clinique, paraclinique. Clinique, paraclinique. Maintenant, si vous avez des retentissements qui risquent d'engager le pronostic vital, vous faites une conduite entraînée d'urgence, au cours de laquelle vous réglez les problèmes d'urgence. Vous savez que l'oxygène est transporté par l'hémoglobine. Donc, s'il y a une diminution du taux d'hémoglobine, forcément, il y aura une baisse du transport de l'oxygène. Et donc, un enfant qui a une anémie mal tolérée, naturellement, il aura besoin d'oxygène. Vous raisonnez comme cela, de quoi aura-t-il besoin, de quoi aura-t-il besoin jusqu'à la fin? Vous faites votre CAT d'urgence et maintenant, tranquillement, vous éliminez les causes d'erreur qui peuvent simuler une anémie. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Chez l'enfant en pédiatrie, c'est surtout les états d'hyperhydratation avec les syndromes de rétention, malnutrition avec œdème, syndrome néphrotique, glomérulonéphrie rarement. Voilà. Les splénomégalies, c'est rare chez les enfants. Les splénomégalies qui peuvent induire une hémodilution, c'est rare chez l'enfant. Donc, le diagnostic différencié ne se pose pratiquement pas. Peut-être dans certaines situations où il fait trop froid, avec la vasoconstriction, on peut avoir une fausse pâleur. Dans les situations d'infection sévère ou bien de pathologie grave avec acidose également, on peut avoir des enfants qui peuvent sembler pâles, qui ne le sont pas. Et chez les enfants qui présentent des cyanoses pour des cardiopathies congénitales cyanogènes, parfois également la cyanose peut prêter à confusion avec une pâleur. Alors, après cela, maintenant, vous abordez vos diagnostics étiologiques. Et c'est le gros chapitre. Quand on vous parle d'anémie, le diagnostic positif, il est facile. Le retentissement, pareil. Mais la cause, c'est ce qu'on attend de vous. La cause et sa prise en charge. Alors, dans toutes les leçons où vous allez devoir discuter un symptôme ou bien un syndrome, ce sera la même approche. Le diagnostic étiologique, c'est une enquête étiologique. Et le développement des causes et leurs particularités. L'enquête étiologique sera triple. Vous allez interroger les parents, vous allez examiner l'enfant ou bien réexaminer l'enfant. Ensuite, vous allez faire des examens complémentaires à visée étiologique. Dans la